effectivement, bonjour à tous. Ce matin, vous allez entendre la voix de Bruno Bonjour à tous. et la mienne. Moi, je suis Léa. Et nous allons nous parler du dédoublonnage dans Idylle CRM. Alors, le dédoublonnage, donc on va effectivement y passer un petit peu de temps. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que vous avez la fenêtre de chat en bas à droite qui vous est utile pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir au fil du webinaire. On y répondra soit en direct, soit en fin de webinaire en fonction des questions et surtout de l'endroit où on en est de la démo, puisque c'est souvent plutôt dans la démo que vous avez des questions. C'est ça. Donc l'objectif de ce matin, on est ensemble pour environ 45 minutes. L'objectif, ça va être d'améliorer la qualité de vos données en évitant les doublons. Donc on va voir comment faire pour utiliser le moteur de dédoublonnage. Pour la petite histoire, ce moteur de dédoublonnage, il a été co-conçu avec certains de nos clients qui sont dans le secteur de la mutuelle et donc qui gèrent un grand nombre de données. Donc il va vraiment très loin et on va avec Bruno ce matin vous donner les trucs et astuces pour apprendre à l'utiliser au mieux. Alors Bruno, première question, pourquoi est-il si important de gérer la qualité de données? Alors, gérer la qualité de données, en fait, et réussir à faire la chasse aux doublons, ça a un double enjeu. D'abord, donner une meilleure efficacité à vos utilisateurs, et du coup, également aussi avoir plus confiance dans ces données, et donc mieux adopter l'outil, et donc faciliter son appropriation et son utilisation. Cet intérêt, il est relatif à tous les secteurs de votre activité, mais aussi de votre organisation. À commencer par les commerciaux, les conseillers, ceux qui sont sur le terrain et qui gèrent le plus de fiches. Il faut leur assurer un certain niveau de productivité et leur garantir la meilleure efficacité possible. Donc, il faut avoir la bonne information. Et avoir la bonne information quand on cherche par le numéro de téléphone ou par l'email, par exemple. Donc, il faut être sûr de trouver rapidement une information correcte et vérifiée. C'est vraiment une question de confiance. Donc, d'abord, vraiment, retrouver puis contacter rapidement, être efficace sur la recherche de ces contacts. Et puis, bah, du coup, ça veut dire qu'il faut éviter les doublons parce que il n'y a rien de pire que d'avoir une entrée qui existe en double, en triple, ça pourrait même être plus, avec des coordonnées différentes. Ou donc pas savoir quelle est la fiche à utiliser, ou encore pire, avoir carrément plusieurs doublons vraiment identiques avec les mêmes données. Et alors là, on se retrouve vraiment avec un vrai doublon et sans doute de l'information qui est dispersée sur plusieurs fiches. Donc ça, il faut éviter. Et à chaque fois, ça va mettre un doute à l'utilisateur quant à la fiche à utiliser ou à mettre à jour. Quelle est la bonne info? Quelle est celle qu'il faut traiter? Et à la rigueur, il vaut mieux pas avoir d'informations qu'en avoir une mauvaise. Donc avoir des doublons, c'est dramatique à plusieurs niveaux. Ça va être aussi un enjeu pour les commerciaux et conseillers en termes de traçabilité. Là aussi, à cause des doublons, bah, si on a plusieurs fiches, on risque d'avoir plusieurs opportunités éventuellement en double ou plusieurs demandes qui pourraient correspondre entre elles. Et donc perdre de l'information, multiplier des informations, multiplier les actions à faire et des contacts à des prospects ou à des clients. Et donc finalement, bah, perdre aussi en image de marque par rapport à ces contacts. Et même si on peut fusionner ou rechercher, bah, finalement, on va perdre en efficacité. Léa, pour toi aussi, ça va t'intéresser pour la partie marketing finalement, puisque bah, avoir une bonne qualité de données, ça va permettre d'optimiser le ROI de vos opérations. On pense, Exactement. on pense là surtout à tout ce qui est adresse courrier, par exemple. Ça va nous permettre, et vous permettre en fait surtout, d'éviter de générer ou d'envoyer des courriers pour rien, ou de les envoyer en double, ou encore pire, en triple, vous avez compris le principe. Là aussi, en plus du coup, bah, il y a de la perte d'image, et on va éviter ça grâce à de la bonne qualité de données. Ça va vous permettre, bien sûr, d'avoir une base propre et sans doublon, d'améliorer votre segmentation et vos ciblages, d'être plus pertinent et plus efficace et de personnaliser des actions marketing, comme pour définir des plans d'action encore plus pertinents en fonction du contact préféré, du canal préféré de chacun de vos contacts. Et alors dans ce cas-là, bah là aussi le marketing sera plus efficace.
Et puis, surtout, en fait, le marketing est au moins aussi client que les commerciaux sur les efforts que vous faites sur la qualité des données. Donc, voilà, aidez vos commerciaux, aidez vos conseillers, aidez votre marketing. Et puis, bien sûr, si ça concerne toutes les branches actives, je dirais, terrain de votre société, ça va aussi concerner votre direction. Pour la direction, l'enjeu, c'est la fiabilité des données pour la prise de décision. Et si l'information est bonne, propre et pas multiple, eh ben, les chiffres vont être bons, les stats vont être fiables et le pilotage sera encore plus efficace. Donc toujours pareil, une recherche dans les trois cas d'efficacité et d'adoption de l'outil. Alors justement, on a trouvé un chiffre qui est très intéressant sur l'importance de la qualité des données. Ce chiffre, c'est que 84% des entreprises ont déjà exploité des données erronées. Donc vous vous rendez bien compte qu'effectivement, la qualité de données est la clé pour contacter ses clients et ses prospects de la façon la plus efficace possible. Donc on va voir justement comment ça se passe. Et Bruno, comment est-ce qu'on fait pour combattre les doublons? Quelle stratégie on peut mettre en place? Alors qu'une stratégie, je dirais que cette stratégie qu'elle va être composée d'un ensemble de tactiques. D'accord? La première, ça va être de mettre en place quelques process et de forcer finalement, avant la création, euh, à rechercher si le contact existe dans la base de données déjà. Donc, on va pouvoir mettre en place, je vous le disais, quelques petits process à respecter et pour rechercher avant de créer. Par exemple, on va éviter de mettre le bouton de création d'un contact un peu partout dans l'application directement et on va plutôt le réserver sur le pavé action d'une liste de recherche. Donc comme ça, si on veut créer un contact, on est obligé d'aller sur la liste de recherche de ce type d'objet. Pardon. Donc d'abord, rechercher pour créer. Ça implique que la recherche, alors du coup, forcément, si on oblige à rechercher, il faut que cette recherche, elle soit puissante et facile. Et il faut améliorer et la faciliter. Ce qui constitue, là ici, notre deuxième tactique et technique, comme dirait notre Didier Deschamps national. Donc, comment on va faire pour faciliter cette recherche? D'abord, vous le savez, dans IDIL, il y a plusieurs aspects qui sont dans nos listes de recherche. C'est la capacité de pouvoir rechercher dans plusieurs champs à la fois. D'accord? Typiquement, je peux avoir une entrée qui va être intitulée recherche et je vais pouvoir taper dedans soit le nom, soit le prénom et aller auditer dans ma base tous ceux qui auraient soit le nom, soit le prénom. Donc dans plusieurs champs de la base de données. On va pouvoir aussi rechercher dans des champs de recherche des mots dans un même champ. C'est-à-dire que si je cherche la Société Générale et que je tape juste Générale, alors le Société Générale va aussi remonter facilement dans ma liste de résultats. Naturellement, on va pouvoir aussi rechercher dans plusieurs critères en même temps et donc afficher les plus pertinents. Est-ce que je cherche un homme, une femme et en même temps de tel secteur ou de tel dans tel département avec tel code postal. On a aussi amélioré encore une fois ces recherches grâce à la recherche phonétique, donc en permettant certaines fautes d'orthographe éventuellement courantes ou en épurant en pouvant chercher en épurant sur les contenus, les accents, les trémas, etc., les cédilles, on le verra un petit peu plus tard. Et donc, si on facilite la recherche, il faut aussi faciliter la lecture des résultats et donc permettre de distinguer facilement les enregistrements entre eux. Parfois, deux entités ou deux personnes peuvent avoir le même nom, mais ne pas être du même secteur ou à la même adresse. Et du coup, ce ne sont pas des doublons. Ils ont le même nom, mais ce ne sont pas des doublons. Donc, bien faire attention aussi, dans ces tactiques de dédoublonnage, de bien distinguer les enregistrements entre eux dans la recherche. Donc là, on recherche, on facilite la recherche et la troisième étape, c'est d'encadrer. C'est la saisie. C'est-à-dire que, est-ce qu'on nous entend? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, donc, on a recherché, parfait, on a juste un petit problème d'écran, voilà, tout va bien. On peut rechercher, on facilite la recherche à partir du moment où on sait qu'on peut créer, où on rentre dans la création de notre fiche. Dans ce cas-là,
On va donc assurer des fonctions pour encadrer la saisie et guider votre utilisateur pour mettre de la bonne information dans ces champs. Donc, la première chose, ça va être la possibilité avec IDIL d'utiliser les fonctions d'aide en ligne sur les pages de saisie. À chaque champ de saisie, on peut associer une petite aide en ligne. Et dedans, finalement, vous allez pouvoir choisir en tant qu'administrateur ce qu'il faut remplir, donner un exemple de saisie éventuelle, pourquoi il faut le remplir, l'importance que l'information a et le gain que ça procure, soit à la personne qui le saisit, soit pour ses éventuels collègues. Donc les fonctions d'aide en ligne pour commencer. Et puis on va mettre aussi en place des petites alertes, des fonctions de relance automatique, des audits de saisie réguliers qui vont permettre d'alerter du manque de données ou de complétude des données. On vous encourage la plupart du temps, et on le met souvent en place chez certains de nos clients, de mettre un petit dashboard qui va étudier et puis nous mettre une alerte sur le nombre de contacts pour lesquels on n'aurait pas d'email, par exemple, ou pour lesquels on n'aurait pas de numéro de téléphone, ou les contacts qui auraient plus de 6 ans d'ancienneté et sur lesquels on pourrait lancer peut-être des opérations pour vérifier la fraîcheur de leurs données, parce que finalement, on n'est pas sûr que cette donnée n'ait pas changé, même si on a une ancienne donnée. Donc, des alertes et des relances automatiques. Ça, c'est extrêmement important. Sur l'encadrement de la saisie, Bruno, on parle parfois de champs obligatoires. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il faut rendre beaucoup de champs obligatoires? Alors, moi, je pense qu'il faut quelques champs obligatoires, parce que pas de champ obligatoire, c'est le meilleur moyen d'avoir peu d'informations. En revanche, mais c'est un très bon biais pour obliger à saisir certains champs qui sont importants pour nous et dont on va avoir l'extrême certitude qu'il a été saisi. En revanche, et vous en avez tous fait l'expérience également, si vous faites un formulaire avec plus de 3 à 4 champs obligatoires, voire 5, hein, on ne va pas mégoter un ou deux près, mais voilà, je dirais qu'au-delà de 5 champs obligatoires, l'information, finalement, vous n'êtes pas sûr qu'elle soit bonne. D'abord, ça va gêner votre utilisateur, ça va l'obliger à saisir plus d'informations, et c'est peut-être le but. Mais s'il n'a pas cette information, alors il va remplir de la fausse information juste parce que vous l'avez rendu obligatoire. Vous l'avez tous fait sur différents sites internet, hein. Soit il y a trop de champs obligatoires et vous n'allez pas au bout du formulaire, vous ne remplissez pas l'information, soit vous tapez n'importe quoi. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous assure que moi je l'ai déjà fait et qu'on est nombreux dans ce cas-là. Après, il y a un autre moyen d'encadrer aussi la saisie qu'apporte IDIL, qui est très pratique aussi, c'est la mise à jour de données directement. Vous savez qu'IDIL auto-apprend des saisies qui sont faites au fur et à mesure de la vie du CRM, et que donc, si je suis sur une fiche entreprise pour laquelle j'ai déjà plusieurs contacts, alors quand je vais créer une nouvelle personne, il aura sans doute déjà auto-appris le radical de l'email et le format de l'email de l'entreprise. Donc, quand vous aurez saisi le nom, il vous proposera de pré-remplir automatiquement l'email comme il l'a auto-appris. De la même façon, à la création, il va vous proposer éventuellement le numéro de téléphone de standard, etc. Donc, vous pouvez mettre en place aussi des stratégies de saisie automatique avec des données directement saisies. Voilà, et pour finir avec ce slide, on a recherché, on a facilité la recherche, on a encadré la saisie, et bien maintenant, si on n'est pas dans la saisie, on doit être alerté du doublon, et c'est bien là le sujet principal de ce webinaire. L'administrateur fonctionnel va pouvoir définir les critères importants et discriminants des doublonnages sur les informations qui caractérisent les personnes ou les entreprises, et ce qui permet de distinguer des enregistrements similaires. Mais alors, au fait, Bruno, qu'est-ce que c'est que le dédoublonnage et surtout, à quel moment le fait-on? Alors, l'objectif, en fait, du dédoublonnage, c'est bien d'éviter d'avoir des infos doubles et redondantes. Comme on le voit là, enfin, comme vous le voyez sur cette image, dédoublonner, c'est fusionner des entrées qui sont similaires, regrouper les informations qui peuvent être dans plusieurs fiches et les consolider, hein, dans le but de n'avoir qu'un seul carré de même couleur. Donc ici, si on a plusieurs carrés bleus, ils vont se regrouper en un seul carré bleu. Tous les carrés noirs vont être regroupés au sein d'une seule fiche carré noir.
Et on aura du coup, au lieu d'avoir une grande matrice de 4 couleurs différentes, nous n'aurons plus que 4 petites fiches différentes. Voilà, c'est ça le principe du dédoublonnage. Bon, vous le saviez déjà, c'était un simple petit rappel. Mais l'outil de dédoublonnage, il va réagir du coup de deux façons. A priori, avant création ou en modification, c'est important, hein, je tape quelque chose, je suis en saisie, j'ai une alerte a priori d'un doublon. Si je saisis un SIRET qui existe déjà dans ma base de données, avant même que je n'enregistre ma fiche, je suis alerté en temps réel afin de pouvoir corriger, vérifier ou modifier immédiatement ma saisie. Le deuxième moyen d'utiliser le dédoublonnage, hein, s'il se déroule en temps réel, il peut aussi se dérouler à froid, a posteriori, pour ce deuxième point. Donc, toutes les données sont créées dans la base de votre CRM et IDIL a des procédures d'inspection des données. Voilà, ces procédures, elles vont se lancer régulièrement et remonter les éventuelles données similaires. Et on verra là aussi pendant la démonstration qu'on va retrouver un tableau de tous les similaires que retrouve notre logiciel pour traiter à froid les éventuels doublons. Ces éventuels doublons, ils peuvent venir notamment lors d'un port. C'est pour ça que le dédoublonnage aussi, il se joue à ce moment-là. Soit au début à la reprise des données, hein, c'est important dans votre projet, vous avez sans doute fait des interfaces, donc là, à la reprise de données, lors des tests d'interface ou l'import de fichiers achetés, donc, toutes ces logiques qui font qu'on apporte des données dans le CRM automatiquement sans saisie manuelle, on lance aussi les logiques de dédoublonnage et les règles de dédoublonnage. Et bien sûr, le dernier cas où le dédoublonnage intervient, c'est lors de la transformation des silhouettes en personnes. Dans IDIL CRM, vous avez les silhouettes aujourd'hui, et ces silhouettes, c'est des données qui sont peu qualifiées au début, et au fur et à mesure de la vie des données et de la vie de cette silhouette, elles vont s'enrichir, jusqu'à éventuellement pouvoir être transformées en personnes. Et là, dans les process de transformation, ou même dans la déclaration de ces silhouettes, on va pouvoir jouer ces logiques de dédoublonnage et pouvoir du coup fusionner des fiches qui sembleraient identiques pour récupérer les mêmes appétences directement sur la silhouette et sur la personne et transformer finalement automatiquement notre silhouette en une personne propre, qualifiée et sûre, avec une qualité de données parfaite. Donc là, on a vu vraiment la partie théorique avec les différentes étapes du dédoublonnage. Donc on peut le faire à chaud, à froid. Maintenant, on vous propose d'aller voir dans IDIL CRM comment manipuler les doublons et surtout comment les supprimer. Ah non, pas tout de suite. D'abord, C'était un petit teasing. D'abord, on va expliquer le principe de dédoublonnage dans IDIL. Comment, finalement, enfin, les principes qui font le dédoublonnage d'IDIL. Ce moteur de dédoublonnage, c'est un moteur de règles dédié à la qualité de données. Vous l'avez vu, hein, on va définir donc des règles de dédoublonnage unifiées et utilisées, comme on vient de le dire, a priori, a posteriori, lors d'un port ou de transformation de silhouette. Le point important, c'est que c'est votre administrateur fonctionnel qui va définir ces règles et donc ces critères. Tout est à la main, toujours, d'un administrateur fonctionnel ou d'un responsable de la qualité de données, hein, ça peut être les deux. Donc voilà, mais vous n'aurez pas besoin de compétences informatiques, de compétences techniques, pas besoin d'aller auditer soi-même la base de données. Non, un administrateur fonctionnel décrit ses règles et peut gérer ses doublons, etc. Donc, voilà. Ce qui a un deuxième avantage, hein, c'est que c'est facile de modifier les règles ou les critères au fil du temps. Parce qu'il n'y a rien qui dit qu'une règle de dédoublonnage valable aujourd'hui n'a pas à évoluer dans 2 ans parce que vous avez plus de données discriminantes, ou que vous vous rendez compte que votre stratégie de dédoublonnage n'est pas si efficace que ça parce que vous gérez encore trop de doublons. Donc, comment ça va se passer en fait? On va associer un certain niveau de précision à tous les critères de dédoublonnage, ainsi qu'un concept de seuil introduit dans IDIL CRM. D'accord? En fait, qu'est-ce qui se passe? IDIL va éventuellement regarder 2 entrées qui seraient similaires. On a saisi des informations et ces informations ont l'air déjà d'exister dans la base. On va calculer du coup sur ce qu'on est en train de saisir un score de dédoublonnage.
Et si ce score de dédoublonnage est compris entre les différents seuils qu'on aura déclarés, ici entre 0 et 60, alors ce ne sera pas un doublon. Si le score de dédoublonnage est lui compris entre 60 et 100, alors on aura une suspicion de doublon. On s'en sera pas sûr, mais on mettra quand même une alerte à l'utilisateur pour lui dire qu'il est en train de saisir un doublon. On le marquera comme suspicion. Et puis si jamais le score de dédoublonnage est supérieur à 100, alors dans ce cas-là, on est sûr que c'est un doublon. Et donc on affichera là aussi une information différente pour montrer qu'on est plutôt sur une certitude de doublon, ou lors d'un port, on pourra carrément mettre à jour l'information et, du coup dédoublonner certainement sans même avoir d'alerte nos données. Alors, tu disais justement que ces seuils sont fixés par l'administrateur, donc ça dépend vraiment de votre politique d'entreprise. Néanmoins, comment est-ce qu'on fait, Bruno, pour calculer un score? Oui, c'est vrai, j'ai pas détaillé ça, je vais le faire tout de suite. Donc on a dit, on calcule un score et on le compare à ses seuils. Mais comment on calcule ce score? Effectivement, c'est la bonne question à poser. En fait, il va se calculer à partir des critères de dédoublonnage que vous aurez choisis. Vous allez décider que sur un champ, un critère, on va attribuer finalement un poids, un score qui lui donne plus ou moins d'importance. Typiquement, pour le prénom, vous allez dire le poids de dédoublonnage, c'est 20. Pour le nom, c'est 40. Parce qu'on a quand même plus de personnes qui portent le même prénom que le même nom. Et au fur et à mesure, plus la donnée va être discriminante, plus vous allez lui mettre de score à chaque critère, un poids et un score plus important. Et puis au moment de la saisie, il va sommer, dès qu'il va avoir des correspondances, alors il va sommer le poids de chacun des critères qui correspondent à du dédoublonnage. Donc mon prénom vaut 20 points, mon nom vaut 40 points. Si je tape une entité avec le même nom et le même prénom, j'ai 60 points et pour le moment, je suis juste à la limite du seuil de suspicion. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, du coup, c'est de créer un critère qui pourrait être automatiquement discriminant. C'est-à-dire que quand on est dans le cas d'une saisie de personne, par exemple, le numéro de sécurité sociale, on sait que c'est quelque chose d'unique. Si jamais je ressaisis le même numéro de sécurité sociale, je suis sûr d'avoir un doublon. Et du coup, sur sécurité sociale, on mettra au moins 100 de score. Donc, le but finalement pour vous, ça va être d'identifier les informations qui sont importantes et que vous voulez dédoublonner, qui vont être discriminantes par rapport à vos utilisateurs et vos clients, et jouer avec les combinaisons. Est-ce qu'on a un même email? Est-ce qu'on a un même mobile? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une suspicion ou une certitude? Voilà, selon votre activité, l'email va être effectivement unique, mais parfois, mais pas forcément le mobile, et l'inverse sera vrai, ou les deux seront des critères uniques. Et alors, on peut avoir des cas où on a deux personnes qui ont le même email, donc soit dans le même foyer, soit des adresses mail génériques. Donc là, si j'ai bien compris, en fait, c'est vraiment vous qui allez gérer le poids de ce critère adresse mail. Et donc, en fonction des combinaisons, l'adresse mail va être croisée avec d'autres informations et vous allez atteindre ou non ces seuils que vous avez fixés. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien laisser plusieurs emails, enfin un même email être sur plusieurs personnes. C'est vous qui déciderez de ça. Ça arrive hein, dans le cas de foyer ou de la gestion de foyer où on va avoir éventuellement deux personnes qui partagent le même email. C'est de plus en plus rare, mais ça existe encore, notamment dans l'assurance, là encore. C'est pour ça que l'email n'est pas forcément, et le forcément est important, discriminant et un critère de certitude de dédoublonnage. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On passe à la démo. On va aller voir comment ça se passe dans IDIL CRM, justement pour traquer les doublons. Donc, à la fois pour les gérer, pour les identifier et ensuite pour les supprimer. Voilà. Donc, on va voir un premier point qui est le dédoublonnage à chaud. Donc, ce fameux dédoublonnage a priori. On va aller voir comment ça se passe dans IDIL CRM. Pour commencer, Léa, ce que je te propose, c'est que on fasse le cas de tu reviens d'un salon, ça doit t'arriver régulièrement, tu as rencontré la société Fabulous Garden, et puis tu vas créer la fiche. Donc ce qu'on va faire,
c'est qu'on va aller dans l'entreprise et on va pouvoir faire créer. Comme je vous l'ai dit, là on est sur une base de démo, hein. Normalement on ne mettrait pas se créer à cet endroit-là. D'accord? On ferait plutôt après la recherche, ici, et on appuierait sur créer. Et tu as rencontré Fabulous Garden. Je commence à taper Fabulous Garden. Et là, vous voyez que j'ai une détection de doublons. Parce que Fabulous Garden existe déjà dans ma base de données. Je vois aussi que cette ligne, elle apparaît en jaune. Est-ce que la couleur a une signification particulière? Et là, tous nos éditeurs se doutent que ça en a une. Donc, effectivement, la couleur a une importance. Le fait que la ligne soit en jaune, ça définit que le seuil atteint est plutôt une suspicion. On n'est pas sûr que Fabulous Garden, parce qu'on a tapé Fabulous Garden, ce soit réellement un doublon. Ça peut être une autre société Fabulous Garden dans une autre région ou dans un autre secteur qui aura le même nom. Donc, c'est juste une suspicion. Donc, la couleur, effectivement, on a une couleur plutôt faible. Elle m'invite à me dire, elle me donne l'information comme quoi ce doublon est plutôt en suspicion. Et puis surtout, sur ces informations-là, vous allez retrouver ici des informations qui me permettent de caractériser la fiche et le doublon. Et vous allez avoir à chaque fois, sur les fenêtres de dédoublonnage, des petites icônes ici. La première icône, elle va me permettre, je suis en train de saisir, on me dit qu'il y a un doublon. Même si on m'a donné 5 ou 6 informations comme ici sur cette fiche, je vais pouvoir aller voir le détail de la fiche et m'assurer de ce qu'il y a dedans pour voir si je ne suis pas en train de faire de la saisie en trop, en double, ou si je suis en train de faire un doublon justement. Voilà. Donc possibilité de voir tout de suite la fiche. La deuxième possibilité, évidemment, c'est de fusionner ma fiche. J'ai Fabulous Garden ici, j'ai saisi des informations derrière cette petite popine, cette petite alerte. Si je fais fusionner, il va pouvoir fusionner la fiche maître, qui est celle qui est déjà enregistrée, et avec les informations qui n'y auraient pas dans la fiche maître et qui seraient saisies dans la fiche que j'étais en train de saisir. Donc de la fusion ici, qui se fait automatiquement à partir de la fenêtre de dédoublonnage. Et puis bien sûr, on peut se rendre compte que c'est pas un doublon, et donc déclarer ici ma saisie comme étant un faux doublon, et je vais pouvoir continuer ma saisie tout simplement que j'étais en train de faire et créer vraiment une autre société Fabulous Garden. Alors ce qu'on va faire maintenant pour vous montrer des choses un petit peu plus puissantes, encore une fois, je vais copier le siret et vous allez voir que si je recrée une nouvelle entreprise, mais que cette fois-ci je ne saisis pas le nom ou l'entreprise, mais que je saisis du coup le siret qu'on avait pour Fabulous Garden. Alors là, ici, comme Léa vous le disait tout à l'heure, la couleur a une importance et on voit que c'est un seuil de certitude, c'est rouge. Et on me dit, vous êtes en train de faire un vrai doublon. Donc si les deux données existent, c'est la donnée qui existe, qui est déjà maître. Et là, de toute façon, je ne vais même pas chercher à dédoublonner ou quoi. Je sais que j'ai un vrai doublon et je vais pouvoir continuer et fusionner ma donnée. Voilà. Bon, autre cas intéressant à voir, c'est sur la création de personnes où je reviens d'un rendez-vous, j'ai une carte et puis une carte de visite et où je reviens d'un salon et je n'ai qu'un numéro de mobile. Alors je tape un numéro de mobile ici et là aussi en fonction du mobile, et là j'ai déjà un mobile pertinent, alors on m'affiche le doublon. Mais si vous regardez bien, on a 4 petits boutons maintenant. Ah, donc on en a un de plus sur la fiche personne. Exactement. Alors, voir la fiche, vous l'avez reconnu, la petite loupe, fusionner, le petit bouton baguette magique, ça bouge pas. Faux doublon, ça, de la même façon, ça bouge pas. On garde la même icône, mais vous avez un petit plus ici, tout simplement parce que quand on est dans le cas de personne, vous allez pouvoir aussi gérer les fonctionnalités de multifonction. Vous connaissez IDIL, une fiche, je peux connaître ici effectivement Richard Fayence en tant que directeur marketing des Futurcom. Mais là, Léa, toi, tu l'as peut-être rencontré comme le trésorier d'une association. Et donc, dans ce cas-là, on va non pas vraiment fusionner les deux fiches, mais créer une fiche de fonction pour cette nouvelle personne. Donc on va lui ajouter une deuxième fonction.
C'est aussi l'une des forces de IDIL CRM, c'est de pouvoir gérer le multifonction sur une fiche personne. Exactement. Et alors, si maintenant je continue et que je saisis un email, alors c'est fab.belmar@gmail.com. Je vais essayer de le taper correctement. Et là, dans ce cas-là, voilà, vous avez vu, j'ai joué avec deux critères différents et le dédoublonnage me redonne une information supplémentaire. Si j'ai bien toujours le doublon de Richard Fayence avec le numéro de mobile, j'ai bien ici maintenant la possibilité de voir qu'il y a quelqu'un et une autre personne, a priori, qui a le même email. Mais cette fois-ci, l'email doit avoir un point moins fort que le téléphone dans notre base de démo sur le dédoublonnage, puisque ici on a une suspicion et une certitude. J'ai deux niveaux d'alerte. Ok, donc ça va marcher, pareil, avec le nom, le prénom. On tape souvent sans faire attention et il y a quelque chose d'important du coup à regarder encore ici. Si je recrée une nouvelle personne, on ne fait pas toujours attention et puis surtout on va épurer les données qu'on saisit avec IDIL CRM pour vous permettre de rechercher avec des informations qui seraient accentuées, des caractères spéciaux, etc. Donc ici, je vais taper j'ai rencontré Monsieur Chiron. Ah, j'ai pas tapé son prénom. Donc ça, c'est super intéressant puisqu'effectivement, on parlait au début du webinaire de simplifier la saisie. Là, on tape François-Xavier. Mais alors, est-ce que François-Xavier, on l'enregistre avec une cédille? Est-ce qu'on lui met un trait d'union entre ces deux prénoms? Est-ce qu'on lui met un espace? Et donc, en fait, le moteur de dédoublonnage est suffisamment puissant pour ne pas tenir compte de tous ces caractères spéciaux et pour malgré tout vous proposer le François-Xavier qui existe déjà dans votre base. C'est ça. Ici, en fait, les caractères spéciaux et les CDI accentués, etc., vont être ce qu'on appelle épurés et on va les rechercher avec juste leur radical. C'est-à-dire que tous les caractères qui auraient un E, quel que soit leur accent, leur CDI, leurs caractères spéciaux qu'on peut associer à un E, vont être retrouvés comme un E et interprétés comme un E lors des recherches et des dédoublonnages. Là, on a fait le test sur une fiche personne avec le prénom du monsieur François-Xavier. Ça fonctionne aussi très bien sur les fiches entreprises avec un nom d'entreprise qui peut par exemple avoir des apostrophes ou des espaces. C'est la même chose. Exactement. Mais pensez bien à cette méthode d'épuration qui permet justement de simplifier la recherche et de comparer des choses qui pourraient paraître ne pas être comparables dans certains autres logiciels. Alors on a de la comparaison comme ça de l'épuration pour ce qui est texte, pour virer tout ce qui est accent, mais on va le mettre aussi en place sur des choses qui sont plus comme des numéros de téléphone ou des numéros de mobile, où certains vont saisir des points, des tirets, des espaces, pas de tirets, où on va là aussi pouvoir comparer avec les données sans les caractères particuliers. Alors, maintenant, ce qu'on va pouvoir aller voir, après ce travail de dédoublonnage en temps réel, à chaud, donc a priori, c'est le dédoublonnage a posteriori, à froid. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, on va le retrouver, par exemple, pour les personnes dans les entrées qu'on appelle ici similaires. Mais on le retrouvera aussi dans l'entreprise ici, similaire. Donc, je vais chercher mes similaires. Et finalement, ce qui se passe ici, c'est que on lance des tâches planifiées et vous définirez, vous, la fréquence de ces tâches planifiées quand ça vous intéresse pour aller auditer l'ensemble de votre base de données. Et régulièrement, on va pouvoir se rendre compte qu'on a d'éventuels doublons. Et va vous les ressortir ici, en fonction des critères de dédoublonnage que vous avez définis et que vous retrouvez dans le tableau de résultats de ces doublons pour pouvoir comparer justement avec les données qui pourraient être identiques. Alors la plupart du temps, ce qu'on préconise, c'est d'aller d'abord traiter ceux qui sont en certitude, parce que c'est ceux dont on a a priori le moins de travail, d'intelligence à faire pour voir où sont les doublons. Et là, c'est assez facile de voir. Et d'ailleurs, on met souvent, pour ceux qui sont très intéressés par la qualité de données, des entrées dans le dashboard avec le nombre de similaires à traiter, par exemple, pour que celui qui est l'administrateur ou le responsable de la qualité de données puisse rapidement voir les données à traiter et les traiter au plus vite. Donc ici,
je travaille sur mes doublons qui sont à un niveau de certitude. Alors, il y en a qui sont à un niveau de certitude, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'ils ont le même mobile. D'accord? Et on va pouvoir dire, bon, bah, entre ces deux fiches, je prends, certes, ils ont le même mobile, mais il doit y avoir une erreur de saisie. Alors, soit je vais essayer de les contacter tous les deux par le téléphone, soit ici, ça ne m'intéresse pas et je vais pouvoir choisir de dire que ce sont des faux doublons. D'accord? Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs enregistrements, vous les sélectionnez un par un et définir si vous voulez fusionner les deux fiches. Et je reviens sur le mode de fusion de ces deux fiches. Est-ce que vous voulez fusionner en tant que fonction? Est-ce que là, on aura une première fonction pour Monsieur Tessier et qu'en fait Monsieur Chiron c'est un faux nom mais c'est une deuxième fonction de Tessier? L'exemple là n'est pas forcément le bon en termes de données, mais c'est ce qui pourrait arriver pour fusionner en fonction. Est-ce que ce sont des faux doublons? Et dans ce cas-là, bah, c'est ce qu'on va faire ici. On les enlève de notre liste. Et puis maintenant, on va traiter par exemple Mathilde Vautier, où là, on se rend bien compte qu'on a deux Mathilde Vautier, deux numéros de téléphone identiques, deux numéros de mobile identiques, un numéro de téléphone différent. Et pour cette ligne-là, j'ai sans doute son adresse. Et pour cette ligne-là, j'ai son email. Et ce sont donc de vrais doublons. Si je vais voir la fiche, donc ici, de Mathilde Vautier, je vais pouvoir voir la fiche complète. On voit bien ici que j'ai son adresse, comme je vous le disais, mais pas son email. Ici, à l'inverse, j'ai bien son email. Alors, si je choisis de traiter ça et de dire je vais les fusionner vraiment, qu'est-ce qui va se passer? La fusion, elle va me permettre de définir quelle est la donnée principale et celle qui va enrichir éventuellement la donnée principale. Donc pour dire que la personne est la personne principale, la fiche est principale, c'est celle que vous allez sélectionner ici. Si on voulait sélectionner cette fiche comme étant la principale, je la choisirai. Donc, je choisis ici la fiche de Mathilde Vautier sur laquelle on n'avait pas l'email. Et là, si je la fusionne, alors on va garder toutes les informations de cette ligne de Mathilde Vautier, là, de cette fiche-là, et on va l'enrichir des données de la deuxième ligne qui ne seraient pas saisies dans la première. Donc ici, on va garder bien l'adresse et on va remonter l'email dans cette fiche ici. Et on ne va pas faire seulement ça d'ailleurs, on va aussi, lors de la fusion, que ce soit sur les entreprises ou les personnes, fusionner aussi tous les objets qui lui sont associés. C'est-à-dire que si vous avez des opportunités différentes pour les différentes fiches, elles vont être fusionnées au sein d'une seule fiche. Pareil pour les interactions, les inscriptions à des événements. Si vous fusionnez deux entreprises, les différentes personnes de ces entreprises seront fusionnées aussi au sein de l'onglet personnes de l'entreprise. Ok, donc là, si je prends Mathilde Vautier et cette fiche-là et que je fusionne, elle s'est déroulée avec succès. Je ne vois plus ma fiche dans quelques secondes ici dans mes seuils de certitude. Et si je recherche la fiche de Mathilde Vautier, on va la rechercher d'ailleurs phonétiquement. Oui, voilà, on ne sait plus comment ça s'écrit Vautier, donc on l'écrit comme ça se prononce. Je retrouve bien Mathilde Vautier écrit différemment. Et si je vais sur sa fiche, on a bien la fiche de tout à l'heure avec son adresse en Gironde, mais elle s'est bien enrichie de son email. Alors, on a eu une question. Donc là, on est en train effectivement de voir comment gérer les doublons a posteriori. Tout à l'heure, Michael nous demandait si l'on pouvait appliquer des règles de dédoublonnage après avoir fait un choix. Donc après avoir refait une passe sur toute la base. Alors, si j'ai bien compris la question, Michael, on change les règles de dédoublonnage et on souhaite refaire une passe sur notre base de données pour être sûr qu'il n'y ait pas de doublons. Alors, évidemment, quand vous allez avoir changé vos règles de dédoublonnage, et ça arrive régulièrement, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez lancer cet audit à froid, il va prendre en compte les nouvelles règles que vous avez définies. Donc, si il y avait deux fiches que vous n'aviez pas dédoublonnées, qui n'avaient pas été détectées la première fois, cette fois-ci, elles pourraient très bien remonter, parce que vous n'auditiez pas le SIRET, par exemple. Alors, Fabulous Garden et Fabulous Garden 2 n'étaient pas forcément des doublons, mais avaient le même SIRET.
Et on ne les avait pas détectés puisque ce critère n'était pas pris en compte. Si vous l'avez créé dans votre moteur de règles, alors le lancement et l'audit de la base de données vous les remontera et vous les retrouverez dans les données à froid, ou même à chaud d'ailleurs après, hein, à partir du moment où la fiche est mise à jour. La fiche de dédoublonnage, hein, la règle de dédoublonnage, pardon. Donc oui, vous aurez une repasse finalement. Mais vous ne reviendrez pas en arrière d'un dédoublonnage que vous auriez fait et qui n'aurait plus lieu d'être. Voilà, ce qui est fait est fait. Autre question de la part de Christian. Ce qui lui semble compliqué, c'est lorsqu'on fait une fusion de... Lorsque des données se fusionnent lors d'une fusion de doublons, quelles sont les règles de fusion préparamétrées et comment peuvent-elles être gérées? Alors, la règle est assez simple. Dans chaque... Alors, ça, elle est simple, mais elle dépend des cas. Vous, finalement, quand c'est un dédoublonnage à la volée, a priori, à chaud, c'est la donnée qui est enregistrée. Donc le doublon trouvé qui va être maître. Si vous fusionnez, ça sera toujours la donnée que vous êtes en train de saisir, elle n'est pas encore enregistrée, l'information. Donc au moment de la fusion, vous ne prendrez que les informations qui sont neuves dans la saisie et qui n'existent pas dans la fiche enregistrée. D'accord? Donc dans ce cas-là, la fiche principale, c'est bien celle qui est déjà enregistrée. Quand c'est un dédoublonnage à froid, comme on l'a vu, et je vais revenir du coup dans les similaires, c'est vous qui allez choisir quelle est la donnée principale, quelle est la donnée maître, et quelle est la donnée qui va enrichir la donnée maître. D'accord? Mais dans ce cas-là, je prends ces deux... si je prends ce doublon-là, j'ai un Pierre Durand, et que je décide de fusionner Pierre Durand et Julien Durand. On voit, finalement ici, ce qui va se passer, c'est que Pierre Durand restera Pierre Durand, il ne deviendra pas Julien. Et l'email ne sera pas mis à jour, puisque c'est la donnée de la donnée maître qui prévaut sur la donnée de la fiche qu'on veut fusionner dans la donnée principale. J'espère que c'est clair pour vous tous. C'est vrai que c'est un sujet très important de savoir quelle est la donnée principale. Lors de vos imports, vous allez pouvoir aussi définir que c'est important aussi sur les imports de savoir comment se jouent ces règles de dédoublonnage. Donc, vous allez aussi pouvoir définir et forcer, dire que si lors d'un import, une nouvelle donnée existe, alors vous allez mettre à jour la donnée qu'il aurait éventuellement trouvée. Et ça se configure dans votre fichier d'import. Alors, on va passer au troisième et dernier point de la démo. Donc, on va aller voir comment choisir ces critères de dédoublonnage. Ben oui, finalement, là, on a vu comment ça marchait. C'est intéressant. Je pense que beaucoup d'entre vous ont envie de lever un petit peu le capot et donc de voir comment ça marche. Donc, tout ça, ça se passe dans Automation. Et vous allez voir, c'est très simple. On va aller dans ce qu'on appelle les règles de dédoublonnage. Ici, on met du dédoublonnage sur les entreprises et les personnes. Et pour chaque règle de dédoublonnage, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit tout à l'heure, on va définir un seuil de certitude et un seuil de suspicion. Là aussi, toujours à la main de l'administrateur. Si je retourne sur ma fiche de dédoublonnage de personnes, on a bien défini notre seuil de suspicion, notre seuil de certitude. Et on va, du coup, définir un ensemble de critères, tous les champs qu'on va vouloir auditer et qui vont servir à faire ma matrice de dédoublonnage, finalement, et les règles que je vais pouvoir jouer. Donc, si je veux dédoublonner sur le prénom et vérifier que je n'ai pas plusieurs personnes qui auraient le même prénom, je peux le choisir. Je vais choisir ce critère, cette donnée à auditer. Mais ce qui va faire le calcul du score de dédoublonnage, et si on dépasse un seuil, on l'a dit tout à l'heure, pardon, c'est le poids, le score que vous allez attribuer à ce critère. Donc le prénom, on lui a attribué un score de 21. Et puis je vous parlais de méthode d'épuration tout à l'heure de la donnée. Le simple clean ici, c'est vraiment pour dire que justement, on va aussi l'auditer en enlevant tout ce qui est accent et caractère particulier. OK? Et l'ordre, ici, c'est juste un ordre d'affichage, vous en avez l'habitude dans IDIL, mais c'est aussi l'ordre qui va être utilisé sur vos fenêtres de dédoublonnage. Donc c'est l'ordre dans lequel ça va apparaître dans la fenêtre, colonnes. voilà, les colonnes, pardon,
des fenêtres de dédoublonnage, que ce soit les similaires a posteriori ou à chaud a priori. Donc le nom va avoir un score de 45 et si on veut voir quels sont les critères les plus importants pour nous, ici sur le dédoublonnage d'une personne sur cette base de démo, c'est le mobile qui a un score de 110 et qui passe donc le seuil de certitude, le numéro de jeton qui a un score de 110, l'email, etc. Donc si je saisis, pour récapituler finalement la méthode de calcul et de score de ce dédoublonnage, si je saisis quelqu'un qui aurait un nom et une ville identique. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que c'est un doublon. Et je vais avoir un score de 45 plus 14, à savoir 59. Je suis en dessous du seuil de suspicion, donc on ne va pas me remonter d'alerte, c'est plutôt logique. Par contre, si je commence à avoir la même ville, le même prénom et le même nom, je vais avoir un score de 45 plus 21 plus 14, au-delà des 60. Et on va, voilà, au fur et à mesure, me donner plus d'informations et me remonter les alertes. Alors, quand vous voulez rajouter un critère, vous cliquez sur Critère plus ici. Vous choisissez le champ qui vous intéresse, le poids, le score de calcul que vous voulez lui attribuer, l'ordre et la méthode de filtre. Je vous le disais, l'épuration en enlevant les accents et les caractères spéciaux, ou pour le téléphone, quand on le voit ici, phone clean. Alors justement, sur le poids, on a une question. Oui. Est-ce qu'il y a une limite de poids dans ce que l'on renseigne dans les critères? Non, il n'y a aucune limite de poids. En fait, les poids, ils ont juste il faut les mettre en relation avec les seuils de suspicion et de certitude que vous voulez, que vous allez créer et que vous allez gérer. Si vous voulez, nous, on a plutôt tendance à faire des seuils ici qui dépassent les 10 à chaque fois. Vous pourriez très bien avoir un seuil de suspicion de 5, un seuil de certitude de 10 et attribuer plutôt des poids de 10, de 2, de 3, de 1, etc. Ou à l'inverse, mettre des seuils de suspicion de 600 et des seuils de certitude de 8000 et jouer avec tous ces critères finalement et le poids de chacun des critères pour faire votre matrice et vos règles comme vous le souhaitez, avec la finesse que vous le souhaitez. C'est vraiment à la main de l'administrateur, encore une fois. Alors, pendant qu'on est en train de parler de ces poids, de ces changements éventuels de règles, il y a une petite chose importante. Dès que vous avez généré un nouveau critère ou modifié un critère, il faut que vous régénériez les agents. Ces agents, c'est des petites méthodes de calcul qui sont mises à jour, on les retrouve ici et qui me permettent d'avoir la combinatoire de tout ce qui fait dépasser une fiche dans un des critères de suspicion ou de certitude de doublon. D'accord? Donc ça, bien pensé, vous changez ou vous modifiez le critère, régénérez les agents. C'est dans la documentation et tous ceux qui sont formés à IDIL connaissent ça sur le dédoublonnage à terrain. Là, on a une sélection de critères qui a été faite. C'est ce qui apparaît sur l'écran, le mobile, le jeton, l'email, le téléphone, etc. Est-ce que tous les champs pourraient être exigibles comme un critère de dédoublonnage? Oui, bien sûr. Alors en fait, oui, je ne vous le conseille pas parce que finalement, ça va vous faire aussi, si tous les, enfin, je ne suis pas persuadé que tous les champs soient un critère de dédoublonnage fort. Typiquement, sur nos fiches, on a l'habitude d'avoir sa segmentation. Est-ce qu'il est client? Est-ce qu'il est enfin, donc un statut? Ou alors ses appétences ou ses abonnements? Ça, ce n'est pas des critères qui vont vous permettre de, de vérifier que les deux personnes, enfin que deux fiches soient éventuellement identiques. Cela dit, avec IDIL, vous avez la possibilité de définir dans une table de référence quels sont les champs d'une personne qui sont éligibles aux critères de dédoublonnage. Donc dans ce cas-là, finalement, vous rendez bien compte que vous pouvez utiliser quand même tous les champs de votre application, enfin de votre fiche, pour les rendre critères de dédoublonnage. Encore une fois, ce n'est pas forcément souhaitable. Concentrez-vous vraiment sur les champs qui ont du sens et qui permettent d'identifier vraiment les personnes. Donc là, on est vraiment sur les coulisses du dédoublonnage. On a d'autres questions alors qui apparaissent plutôt sur l'utilisation même du moteur de dédoublonnage. Est-ce que l'on peut ouvrir deux fiches doublons en même temps lorsque l'on regarde justement les similarités? Alors,
On va faire le test, j'avoue que je ne me rappelle pas forcément, mais vous avez toujours la possibilité de faire des contrôles-clics et de créer autant de fenêtres que vous voulez dans Edil. Donc si je clique ici sur Damien Lesage, je vais avoir une donnée. Si je clique sur celle-ci, il a dû me la mettre à jour. Cette fois-ci, Thomas a trouvé. Il n'ouvre pas la même. C'est effectivement pas le plus pratique. Alors, vous pourriez le faire avec des contrôles-clics normalement, j'imagine. Mais non, elle porte le même nom. Et ben, c'est quelque chose que je vais remonter, moi, plutôt à la R&D, afin d'améliorer un petit peu ça et de ne pas avoir à aller d'une fiche à une autre. On a une autre question de la part de Michael. Si il y a un mauvais arbitrage qui a été réalisé via la fenêtre de détection des doublons ou alors via l'interface des similaires, est-il possible de revenir en arrière et de rectifier cette erreur facilement? Alors, la question est intéressante. C'est-à-dire que effectivement, je suis et j'ai plusieurs niveaux de réponse à ça. C'est-à-dire que euh, je suis en train de saisir une nouvelle fiche. Je saisis Fabien Bellemare et Fabien Bellemare, il existe déjà. J'ai la fenêtre de dédoublonnage qui s'affiche et moi je dis ce n'est pas un doublon parce que j'ai mal lu, parce que je suis pressé, parce que je m'en fiche et c'est pas très bien, mais ça peut arriver. Et je continue quand même et je saisis un doublon. Bon, dans ce cas-là, j'ai pas respecté et j'ai pas lu la consigne qui m'était donnée à l'écran, mais je vais retrouver mon doublon dans les similaires. Et donc, quelqu'un qui fait de l'information, de la qualité de données, va retrouver ces similaires et va pouvoir gérer ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir revenir en arrière sur cette erreur de saisie parce que, enfin, c'est ce mauvais choix parce qu'on n'a pas fait la fusion. En revanche, si vous avez décidé de fusionner deux fiches entre elles, là par contre, on ne reviendra pas en arrière, on n'a pas les moyens aujourd'hui de dire je fusionne et puis après je recrée une fiche avec ces liens identiques. Parce qu'on ne crée pas seulement, quand on fait de la fusion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne fusionne pas seulement les simples données de la fiche, hein, celles qui sont les champs de ma fiche personne ou de ma fiche entreprise, mais aussi toutes les liaisons que ça peut avoir avec. Que ce soit ses opportunités, ses interactions, les personnes, les demandes. Voilà. Donc, on ne fait pas de rollback sur des fusions à défusionner et à revenir en état. Sur la liste de similaires, est-ce que l'on peut avoir différents critères de filtrage? Alors, qu'est-ce qu'on appelle comme critère de filtrage? J'imagine que ça doit être des critères de... comme dans Excel un peu. Je suis sur mes similaires. Alors, par défaut, hein, par défaut, cette liste-là, de toute façon, je vais avoir comme filtre que le seuil de dédoublonnage que j'ai. D'accord? Soit tous, soit je les filtre par certitude ou par suspicion. En revanche, si on dit ici les filtres qui s'affichent, si c'est les colonnes que vous voyez ici, alors ça, ce sont tous les champs que vous avez choisis comme critères de dédoublonnage qui s'affichent. Donc tous ceux qu'on a audités et qui permettent de comparer justement les deux fiches entre elles. Pourquoi elle a été détectée comme éventuel doublon? Alors la question c'est si l'on souhaite par exemple voir tous les doublons qui pourraient porter le même nom de famille, à savoir Durand. Ah bah, alors ça, la première chose qu'on peut faire, c'est rechercher toutes les personnes qui s'appelleraient Durand. Comme ici. Ce qui ne veut pas dire que ce seront des doublons, parce que les Durand, vous en doutez, on va tous les retrouver. Mais on va déjà avoir une première liste. Et puis après, si on se doute qu'on a peut-être des Durand qui auraient tous des adresses Gmail, par exemple. Parce que j'en ai, non. Mais voilà, vous pourriez utiliser ces informations-là. D'ailleurs, ça me fait quand même penser à une fonctionnalité importante sur les entreprises. Si je vais sur Fabulous Garden, là aussi, en fonction de certains droits et de qui est capable et qui est responsable de la fusion de données, je peux aussi me dire que Fabulous Garden, maintenant, a fusionné avec mon Fabulous Garden 2 ou avec je ne sais quelle autre fiche. Et du coup, fusionner ici, Fabulous Garden, avec une fiche résultante. Donc une autre entreprise de ma base de données, hein, qui serait peut-être Akajumac, par exemple. Et si je l'enregistre, dire si je crée Fabulous Garden comme une implantation d'Akajumag, ou si je supprime ma fiche superflue Fabulous Garden, et en tout cas, je vais fusionner
à Cajumac avec les données de Fabulous Garden ici. Alors, on a pas mal de questions aujourd'hui. Alors, on en prend connaissance au fur et à mesure. Si l'on importe un fichier d'entreprise, où et comment configure-t-on le fichier d'import pour gérer les doublons? Alors, en fait, le fichier d'import, il va vous permettre, dans tous les cas, quand vous allez faire un import, le dédoublonnage va se jouer. D'accord? Donc, vous allez retrouver vos similaires éventuels lors de l'import dans vos similaires, dans vos entrées similaires d'entreprise et de personnes. Et comme je vous l'ai dit, lors de l'import, par défaut, quand on fusionne, s'il trouve un doublon, bah, la donnée maître, ça sera celle qui est enregistrée, donc celle qui est dans la base de données. En revanche, si dans l'import, vous dites, mais oui, mais moi c'est l'import de justement des données les plus fraîches que je viens de récupérer, et je sais qu'ici, tous mes emails sont bons, ou toutes mes adresses postales sont bonnes, et qu'on trouve des doublons. Dans votre modèle d'import, là c'est dans l'admin, et on ne montrera pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est dans votre modèle d'import que vous allez définir que sur votre colonne 2 de votre Excel, dans laquelle il y a l'email, alors si l'information existe dans votre fichier et que vous voulez que ce soit la plus récente, vous allez définir cette colonne comme étant à mettre à jour et principale par rapport à la fiche enregistrée. Alors, je pense que nous avons fait le tour des différentes questions. Nous dépassons un petit peu les timings du webinaire. Donc, si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser ou alors à vous adresser à votre interlocuteur IDIL. Ce que je vous propose de faire, c'est d'arriver sur la conclusion de ce webinaire. Alors, on va revenir sur quelques petits slides. Donc effectivement, aujourd'hui, on a vu comment dédoublonner sa base de données, comment gérer ses doublons. Pour aller encore plus loin, en fait, sachez effectivement qu'il est super important de dédoublonner, notamment parce que ça va vous permettre d'avoir une bonne qualité de données et la bonne qualité de données vous permet de respecter les exigences du RGPD et de Blocktel, donc les différentes réglementations en vigueur. Pour aller plus loin, sachez que IDIL lance des nouvelles sessions de formation. Ça s'appelle les IDIL Training Days. C'est sur un jour par mois. Ce sont des journées de formation qui sont destinées à des utilisateurs qui voudraient échanger avec d'autres utilisateurs. Donc ça se passe en physique dans nos locaux à Montrouge. Ça vous permet de tirer le meilleur de IDIL CRM. Donc le prochain rendez-vous, c'est le 24 janvier sur la puissance des ciblages. Donc c'est justement lié avec la qualité de données, au même titre que le rendez-vous de février qui sera sur les campagnes d'appel. Et au mois de mars, c'est une thématique sur les formulaires de contact. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, à prendre connaissance des différentes conditions de participation via le lien qui apparaîtra sur les slides que je vais vous envoyer. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour apprendre à maîtriser toutes les fonctions de recherche dans IDIL CRM. Donc là, ce sera sur un webinaire, donc c'est le même format que d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. En parallèle, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat en bas à droite. Et nous allons donc vous dire au revoir, vous remercier pour votre fidélité et je vous incite à prendre votre agenda et à noter la date du 4 avril. Alors je fais d'ores et déjà un peu de teasing. Le 4 avril, ce sera notre CRM Day, donc c'est une journée complète qui sera destinée à nos clients et à nos potentiels futurs clients. Pour ceux qui l'avaient vécu, c'était le IDIL CRM Day de octobre 2017. Donc voilà, la prochaine date à noter dans les agendas, c'est le 4 avril. Ça aura lieu sur Paris et on vous envoie le save the date très bientôt. En parallèle, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si c'est tout bon pour vous, on vous dit rendez-vous le 14 février.
Et ben moi, je vous dis merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité aussi. Et puis, je vous encourage, si vous avez plus de questions sur les sujets qu'on a pu évoquer, ou besoin de plus de détails encore, bah, à nous contacter directement et on prendra d'autant plus de temps de discuter réellement de vos problématiques propres, bien sûr. Donc, à très bientôt et bonne journée. Et surtout, si vous avez des idées ou des sujets que vous souhaitez aborder pour les prochains webinaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail lorsque je vais vous envoyer les slides de ce webinaire. On est toujours preneur des thématiques qui vous importent. À Voilà, bientôt. Au à revoir Léa. bientôt, bonne journée à tous.